Ma demi-sœur a volé mon mari PDG et s'est moquée de moi avec 100 $ au tribunal. Mais quand j'ai révélé qui était la véritable patronne milliardaire, son sourire narquois a disparu. Je m'appelle Marley, et à 34 ans, je pensais avoir tout compris. Vivant dans le centre-ville de Denver, Colorado, la ville s'étendait devant moi comme une promesse de possibilités infinies. Son décor de montagne me rappelant chaque jour que certaines choses valent la peine d'être gravies, je partageais un superbe appartement-terrasse avec mon mari, Eric, surplombant le très animé 16th Street Mall. Nous travaillions tous les deux pour Sterling Furniture Empire, une puissance fondée par mon beau-père qui générait des milliards par an, fabriquant tout, des suites de bureaux de luxe à l'ameublement d'hôtels entiers dans tout l'ouest des États-Unis. Je n'aurais jamais imaginé me retrouver ici, naviguant dans les salles de conseil d'administration et analysant les marges bénéficiaires pour une dynastie du meuble. Mais la vie a un sens de l'humour tordu. En grandissant, j'ai vu ma mère célibataire jongler avec 3 emplois. Serveuse chez Denny's pendant le service du petit déjeuner, femme de ménage dans des bureaux d'entreprise au centre-ville la nuit, et traiteur le week-end, juste pour nous maintenir à flot dans notre appartement exigu d'Aurora. Elle m'a appris à être affûtée comme une lame de rasoir, à prendre des décisions à la vitesse de l'éclair, et à ne jamais reculer quand quelqu'un essayait de m'écraser. Cette colonne vertébrale d'acier m'a permis de traverser l'Université d'État du Colorado et d'obtenir un poste d'analyste financière chez Wells Fargo, où j'ai appris à naviguer dans les budgets et les investissements comme un grand maître d'échecs. J'adorais la montée d'adrénaline, la façon dont les feuilles de calcul racontaient des histoires si l'on savait décoder leur langage. Mais quand j'ai rencontré Eric lors d'un gala de charité il y a 3 ans, j'ai pensé que mon histoire pourrait peut-être s'orienter vers quelque chose de plus doux. Peut-être une vie plus tranquille, axée sur la construction d'une famille, la création du foyer chaleureux que je n'avais jamais eu en grandissant. Ce rêve s'est effrité plus vite qu'un biscuit rassis. Eric est mon opposé total, dans toutes les manières imaginables. Il possède ce charme naturel qui attire les gens vers lui dans les fêtes. Mais il y a une fragilité déconcertante sous tout cela. Élevé dans le quartier le plus exclusif de Boulder, avec une carte de crédit en platine et un fonds en fiducie, il ne s'était jamais battu pour quoi que ce soit dans toute son existence privilégiée. Son père a bâti Sterling Furniture Empire à partir d'un petit atelier de menuiserie pour en faire un véritable mastodonte, acquérant des concurrents et gagnant le respect national pour son esprit des affaires brillant et impitoyable. Eric était censé être préparé pour hériter de cet empire, positionné pour prendre les rênes du trône familial, mais il n'avait tout simplement pas l'estomac pour la guerre d'entreprise. Un soir, affalé sur notre canapé d'angle en cuir italien, à regarder une émission de télé-réalité stupide, il a finalement admis ce que je soupçonnais depuis le début. « Je ne suis pas fait pour être PDG, Marley, » dit-il, sa voix à peine plus qu'un murmure, presque soulagé de le dire enfin. Je ne serai qu'un PDG de façade inutile, bien assis dans le fauteuil de papa. C'est honnêtement plus facile de laisser quelqu'un d'autre faire le gros du travail. Je me souviens l'avoir fixé, mon cœur s'enfonçant lourdement dans ma poitrine, me demandant comment quelqu'un pouvait être si pathétiquement content de dériver dans la vie sans but ni ambition. Moi, je suis câblé complètement différemment. Les décisions coulent en moi naturellement. J'analyse les options, je fais confiance à mon instinct et j'exécute les plans avec précision. Ma mère avait l'habitude de plaisanter en disant que j'étais né avec une calculatrice dans une main et un business plan dans l'autre. Quand j'ai épousé Eric, j'avais prévu de quitter ma carrière dans la banque et de me concentrer entièrement sur nous, peut-être de fonder la famille dont j'avais toujours rêvé. Mais mon beau-père, Harrison Sterling, avait des idées radicalement différentes en tête. Peu de temps après notre lune de miel à Aspen, il m'a convoqué dans son bureau, un magnifique sanctuaire lambrissé rempli de plans d'architectes, de récompenses de l'industrie et de photographies documentant l'ascension fulgurante de Sterling. « Marley, » dit-il, ses yeux bleus perçant toujours vifs malgré ses 72 ans. Cette entreprise a désespérément besoin de quelqu'un exactement comme vous. Vous possédez à la fois un esprit d'analyse brillant et la colonne vertébrale qui va avec. Je veux que vous travailliez avec nous. J'ai hésité au début, imaginant cette vie domestique paisible que j'avais envisagée. Mais le défi indéniable dans sa voix rauque m'a complètement captivé. J'ai accepté son offre, et cette seule décision a absolument tout changé dans ma trajectoire. Au début, j'étais simplement une employée de plus apprenant les opérations complexes de Sterling, les plannings de livraison, les contrats avec les fournisseurs, les négociations syndicales, les protocoles de contrôle qualité. Mais Harrison a vu quelque chose de spécial en moi que d'autres n'avaient pas remarqué. En quelques mois, il a commencé à m'inviter aux réunions du conseil d'administration, sollicitant mes perspectives sur les acquisitions potentielles et les allocations budgétaires. Le conseil, une collection d'hommes aux cheveux d'argent habitués à diriger leur club exclusif, a haussé des sourcils sceptiques lorsque la belle-fille du fondateur est soudainement apparue à leur table en acajou.
Je pouvais presque sentir leurs doutes rayonner à travers la salle de conférence, comme si une outsider inexpérimentée s'incrustait à leur fête privée, mais j'ai refusé de me laisser intimider par leur examen minutieux. J'avais passé des années chez Wells Fargo à analyser les risques du marché et à identifier des opportunités que d'autres ignoraient constamment. Alors, j'ai pris la parole avec assurance, proposant des stratégies innovantes pour rationaliser les coûts opérationnels et négocier de meilleurs accords avec les fournisseurs. Progressivement, leurs froncements de sourcils suspicieux se sont transformés en hochements de tête approbateurs. Ils ont commencé à rechercher activement mon avis, s'en remettant même à mon jugement sur les décisions stratégiques majeures. Eric, cependant, était pratiquement invisible pendant cette transition. Il détenait un siège au conseil par droit de naissance, mais il séchait les réunions cruciales, prétextant qu'elles étaient soit trop techniques, soit en conflit avec son planning de golf. Le conseil ne s'y est même pas. La réputation légendaire de son père lui offrait un laissez-passer illimité. Un soir, je suis rentré à la maison après une session de stratégie marathon, mon esprit bourdonnant de possibilités d'expansion, pour trouver Eric affalé sur notre canapé, zappant sans réfléchir. « Pourquoi n'es-tu pas venu aujourd'hui » ai-je lancé sèchement, laissant tomber ma mallette en cuir avec un bruit sourd. Tu es censé être une partie intégrante de l'avenir de cette entreprise. Il n'a même pas pris la peine de lever les yeux de l'écran de télévision. Tu gères tout parfaitement, Marley. Le conseil t'écoute, toi, pas moi. Son ton était d'une désinvolture exaspérante, comme si son absence était totalement sans conséquence. Je suis resté là, la frustration bouillonnant en moi, me demandant s'il se souciait même du succès de Sterling ou des fondations de notre mariage. Ce moment charnière m'est resté comme une écharde sous la peau. J'ai commencé à reconnaître les fissures de plus en plus profondes dans notre mariage. La façon dont l'indifférence d'Eric infectait tout ce que nous touchions ensemble. Je me suis jeté dans Sterling Furniture avec une détermination renouvelée. Poussé par un besoin impérieux de prouver que j'avais ma place là-bas, non seulement comme la belle-fille du fondateur, mais comme quelqu'un de véritablement capable de diriger cet immense navire à travers des eaux turbulentes. Harrison est devenu mon mentor inestimable, m'enseignant l'écosystème commercial complexe de Sterling, comment lire la dynamique d'une pièce, quand pousser agressivement, quand se retirer stratégiquement. J'adorais absolument la montée enivrante de faire bouger les choses, de voir mes idées novatrices se transformer en croissance mesurable et en bénéfices réels. Mais à chaque échelon que je gravissais dans l'échelle de l'entreprise Sterling, Eric semblait s'éloigner davantage de moi, et je ne pouvais pas me défaire du sentiment croissant que quelque chose était sur le point de se briser de manière catastrophique. Le travail est devenu mon ancre émotionnelle, le seul endroit où je me sentais complètement maîtresse de mon destin. Au moment où Harrison a annoncé sa retraite, je dirigeais les décisions majeures chez Sterling Furniture Empire. Le conseil s'appuyait fortement sur mon expertise, demandant mon analyse sur les acquisitions potentielles, les conflits du travail et même les campagnes de marketing national. J'entrais dans ces réunions du conseil d'administration avec des rapports détaillés et des stratégies complètes. Mes vieux instincts de Wells Fargo reprenaient le dessus. Les chiffres ne mentent jamais. Et je savais exactement comment les faire chanter notre réussite. Nos ventes trimestrielles augmentaient régulièrement. Les marges bénéficiaires s'élargissaient. Et je sentais un feu incroyable brûler dans ma poitrine. Comme si j'accomplissais enfin ma véritable raison d'être dans la vie. En grandissant, j'avais vu ma mère lutter de salaire en salaire. Et maintenant, je dirigeais une entreprise employant des milliers de personnes avec des familles dépendant du succès continu de Sterling. Cette énorme responsabilité me poussait en avant, me tenant éveillé d'innombrables nuits à esquisser des moyens innovants pour renforcer les fondations de notre entreprise. Eric, pendant ce temps, était devenu un fantôme complet hantant notre pentouse. Il apparaissait occasionnellement dans les bureaux de Sterling certains matins, impeccablement vêtu de costume sur mesure et affichant son sourire facile caractéristique. Mais à l'heure du déjeuner, il disparaissait sans explication. Je le trouvais à la maison en train de jouer à des jeux vidéo ou de faire la sieste sur notre canapé, traitant l'empire que son père avait bâti comme un passe-temps occasionnel plutôt qu'une entreprise sérieuse nécessitant du dévouement. J'ai essayé à plusieurs reprises de lui parler, espérant désespérément qu'il assumerait enfin ses responsabilités, surtout après l'annonce de la retraite de Harrison. « Eric, c'est l'héritage de ta famille », disais-je, ma voix tranchante de frustration croissante. « Ne veux-tu pas faire partie de quelque chose d'aussi important ?» Il répondait avec ce même haussement d'épaule exaspérant qui me faisait bouillir le sang, marmonnant avec dédain. « Tu gères tout très bien sans que je vienne tout compliquer. » Ça faisait très mal. Non seulement parce qu'il se retirait complètement de l'avenir de Sterling, mais parce que j'avais l'impression qu'il se retirait simultanément de l'avenir de notre mariage aussi. Nos conversations se sont réduites à des banalités insignifiantes sur la météo, les listes de courses et les émissions de télévision. Plus rien de substantiel ou de réel. Je restais éveillé la nuit,
fixant le plafond de notre chambre, me demandant comment nous nous étions éloignés si incroyablement l'un de l'autre, comme deux navires se croisant dans la nuit sans même tenter de se faire signe. Puis ma demi-sœur Véronica a fait irruption dans nos vies comme un ouragan de catégorie 5. Véronica a 3 ans de plus que moi, rayonnant d'un charisme et d'arêtes vives comme un rasoir qui pourrait couper du verre. Nous avons grandi sous le même toit après que ma mère a épousé son beau-père, un homme caractériel qui n'est jamais resté assez longtemps pour offrir une réelle stabilité. Véronica a appris très tôt à se frayer un chemin dans la vie en usant de son charme. Toujours à la poursuite de quelque chose de plus grand et de plus brillant. Des vêtements de marque, des petits amis riches, un style de vie criant le succès et la sophistication. Son mariage avec un éminent avocat d'affaires s'est terminé en un incendie spectaculaire lorsqu'elle a été surprise en train de le tromper avec son associé. Le scandale a conduit son ex-mari à débarquer en trombe chez nos parents, hurlant à la trahison et à la confiance brisée. J'étais complètement submergée par les rapports trimestriels de Sterling, alors Eric s'est porté volontaire pour désamorcer la situation explosive. Il est vraiment doué pour ça, calmer les tensions explosives avec sa présence calme et stable et son approche diplomatique. Véronica était absolument dithyrambique par la suite, m'appelant pour s'extasier sur l'intervention d'Eric. « Ton mari est absolument incroyable, Marley. Il a géré ce psychopathe comme si de rien n'était. » J'ai balayé son enthousiasme, trop enfoui dans les feuilles de calcul financières pour analyser ses motivations. Mais Véronica a vu Eric d'un tout autre œil après cet incident. Pour son esprit calculateur, il n'était plus seulement mon mari décontracté. Il était l'héritier présomptif de Sterling Furniture Empire, un ticket d'or pour le style de vie aisé qu'elle avait toujours convoité. Elle ne réalisait pas qu'Eric était à peine impliqué dans les opérations réelles, que son titre de direction était essentiellement un poste de courtoisie de la part de son père. Véronica a toujours été magnétiquement attirée par la richesse et les symboles de statut. Le salaire substantiel de son ex-mari n'avait pas suffi à la garder fidèle, mais il expliquait certainement pourquoi elle l'avait épousé au départ. Maintenant fraîchement divorcée et noyée sous des pensions alimentaires écrasantes, elle était activement à la recherche de sa prochaine opportunité financière. Je n'ai pas vu le danger approcher. J'étais trop absorbée par les réunions du conseil et les projections de croissance pour remarquer comment elle avait commencé à traîner autour d'Eric, riant trop fort à ses blagues médiocres et lui envoyant constamment des textos pour prendre des nouvelles. Un soir, je suis rentrée complètement épuisée après une journée harassante à négocier un contrat hôtelier de plusieurs millions de dollars. Eric attendait dans notre salon, son habituel sourire facile remplacé par une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Sérieuse et lourde d'un poids non dit. « Marley, nous devons parler, » dit-il, sa voix portant une gravité sans précédent. Mon estomac s'est noué, car Eric ne semblait jamais aussi sérieux à propos de quoi que ce soit. Je me suis assise lentement, me préparant à la bombe qui allait tomber. « Véronica est enceinte », a annoncé Eric, fixant notre parquet comme s'il contenait les réponses aux mystères de la vie. « Le bébé est de moi. Je veux le divorce. » Ces mots m'ont frappé comme un train de marchandises, me coupant complètement le souffle. Enceinte ? Le divorce. Mon esprit s'est emballé frénétiquement, essayant de reconstituer ce puzzle impossible. Véronica, ma demi-sœur, qui avait toujours convoité ce qui appartenait aux autres. Eric, mon mari, qui se souciait à peine de se présenter au travail, et encore moins d'investir dans les fondations de notre mariage. Je voulais crier, exiger des explications détaillées, jeter quelque chose de cher contre le mur, mais tout ce que j'ai pu réussir à faire, c'est demander « Quand a-t-elle l'intention de discuter de la situation ?» Il a marmonné quelque chose sur le fait qu'elle viendrait lors de mon prochain jour de congé prévu. J'ai hoché la tête, engourdie, sachant déjà que je devrais affronter cette trahison dévastatrice de front, exactement comme tout ce que la vie m'avait jeté au visage. Les jours qui ont suivi l'annonce fracassante d'Eric ont été comme naviguer dans un brouillard épais avec les yeux bandés. Je continuais mes tâches quotidiennes chez Sterling, dirigeant des réunions stratégiques, approuvant des contrats importants, signant des documents cruciaux, mais mon esprit rejouait sa confession en boucle. Véronica est enceinte. Je veux le divorce. Ce n'était pas seulement la trahison qui était la plus profonde. C'était l'absurdité totale de la situation. Véronica, qui avait toujours couru après les objets brillants et l'argent facile, avait jeté son dévolu prédateur sur Eric, pensant à tort qu'il était un puissant PDG contrôlant des milliards. Et Eric, trop lâche pour résister à la tentation, avait laissé cette catastrophe se produire. Je me sentais complètement idiote de ne pas avoir reconnu les signaux d'alarme, d'avoir laissé le travail m'aveugler sur les fissures massives qui se développaient dans ma vie personnelle. J'ai su immédiatement que je devais protéger ma position chez Sterling Furniture Empire. Si je divorçais d'Eric, je deviendrais techniquement juste une autre ex-belle-fille, et je ne pouvais absolument pas risquer de perdre le rôle pour lequel je m'étais si durement battue. Le lendemain matin,
je me suis rendue au vaste domaine de Harrison à Cherry Hills Village, mes nerfs à vif comme des sonnettes d'alarme. Harrison était dans son bureau, entouré de photographies vintage et de plans de construction chroniquant le parcours remarquable de Sterling. Je lui ai tout raconté, l'affaire d'Eric, la grossesse de Veronica, le divorce imminent. Ma belle-mère, Margaret, qui était à proximité, a eu un hoquet audible, ses yeux s'illuminant à la mention d'un petit enfant potentiel. Mais un regard acéré de Harrison a immédiatement réduit son excitation au silence. Il s'est adossé à son fauteuil en cuir, son visage buriné illisible, puis a souri avec une chaleur indéniable. « Marley, vous êtes le cœur battant de cette entreprise », a-t-il dit fermement. « Je me fiche de ce qu'Eric fait de sa vie personnelle. Vous continuez à diriger les opérations de Sterling exactement comme vous l'avez fait. Je m'occuperai de la situation de mon fils. » Un soulagement m'a envahi comme un soleil chaud mêlé à une profonde pointe de tristesse. Harrison privilégiait l'héritage commercial de Sterling au bonheur de son propre fils. Mais pour moi, cela signifiait préserver mon but et ma juste place dans cet empire que j'avais aidé à construire. Quand mon jour de congé est arrivé, Veronica s'est présentée à notre pentouse, affichant une confiance suffisante comme un parfum de luxe, son sac à main de créateur se balançant comme un trophée qu'elle avait déjà gagné. « Marley, dit-elle, sa voix dégoulinant d'une fausse sympathie. Je suis vraiment désolée que tu n'aies pas pu avoir d'enfant naturellement. Mais ne t'inquiète pas, je veillerai à ce que tu reçoives beaucoup d'argent pour recommencer ailleurs. Fais juste tes valises et quitte cet endroit. » Elle a fait un geste autour de notre pentouse, comme si elle avait déjà emménagé ses affaires. Eric était assis là, complètement silencieux, le visage vide comme toujours, n'offrant aucune défense ni explication. J'ai eu envie de rire de la pure absurdité. Veronica pensait qu'elle volait un style de vie de milliardaire, mais elle n'avait absolument aucune idée du peu de contrôle ou de possession qu'Eric avait réellement. J'ai gardé mon sang-froid, canalisant la même énergie concentrée que j'utilisais lors des négociations à haut risque en salle de conseil. La procédure de divorce me convient, ai-je dit, ma voix stable et contrôlée, mais nous aurons besoin d'avocats expérimentés pour régler correctement les calculs de pension alimentaire et la division des biens. Et Veronica, penses-tu vraiment qu'Eric est le gros lot que tu poursuis ? Ses yeux se sont plissés de méfiance, mais elle a balayé ma question avec sa bravade habituelle. Je sais exactement ce qui est réel ici, Marley. Eric a tout ce dont j'ai besoin pour une vie parfaite. J'ai réprimé un sourire entendu. Elle croyait sincèrement qu'il était le président de Sterling, l'héritier légitime assis sur une fortune massive. Elle ne réalisait pas que notre pentouse était une propriété de l'entreprise ou que le salaire de direction d'Eric couvrait à peine sa dépendance au Starbucks. Je l'ai laissé continuer à parler, son arrogance remplissant notre salon, pendant que je planifiais mentalement mes prochaines étapes stratégiques. Il ne s'agissait plus simplement d'un mariage brisé. Il s'agissait de protéger tout ce que j'avais construit au fil des années de travail dévoué, et je n'allais absolument pas les laisser détruire ce que j'avais accompli. Les négociations de divorce étaient prévues pour le lendemain, et j'étais complètement préparée pour la bataille. J'avais engagé Amanda Rodriguez, une avocate brillante qui avait traité des affaires d'entreprise à gros enjeux et savait exactement comment maintenir une procédure juste, mais fermement intransigeante. Nous nous sommes rencontrés dans la salle de conférence élégante de Sterling Furniture, la magnifique ligne d'horizon de Denver scintillant à travers les baies vitrées. Veronica se pavanait en agissant comme si elle avait déjà remporté la victoire, tandis qu'Eric était affalé à côté d'elle, portant son masque habituel d'indifférence. J'étais assise en face d'eux avec Amanda à mes côtés, mon cœur battant la chamade, mais mon expression restant calme et posée. J'avais passé des années à déjouer mes concurrents dans les salles de conseil. Je pouvais certainement gérer ce défi personnel. Veronica a commencé de manière agressive, rejetant ses cheveux blonds de façon spectaculaire. « Marley, dis juste ton prix pour la pension alimentaire. Je veillerai à ce que tu sois correctement prise en charge. » Son ton était d'une condescendance insupportable, comme si elle me faisait gracieusement une énorme faveur. Amanda a haussé un sourcil, puis a fait glisser un document juridique sur notre table polie. « Puisque vous proposez un soutien financier, dit-elle, nous réclamerons une pension alimentaire à la fois à Eric et à vous, Veronica. » La mâchoire de Veronica est tombée, de façon comique. « Moi ? Je paie déjà mon ex-mari, balbutia-t-elle avec indignation. Je me suis penchée en arrière, regardant sa confiance se fissurer comme de la glace mince. Elle ne s'attendait pas à ce coup inattendu. N'avait pas réfléchi au désordre compliqué qu'elle avait créé. Les sages paroles de ma mère résonnaient dans ma tête. Les gens qui cherchent des raccourcis finissent toujours par trébucher. Veronica trébuchait de façon spectaculaire. Puis vint la discussion sur la division des biens. Veronica, essayant toujours désespérément de reprendre pied, déclara avec confiance,
ce Penthouse appartient de droit à la famille d'Eric. Il ne fait certainement pas partie d'un règlement de divorce. Amanda n'a pas manqué un seul battement. Le Penthouse et le terrain sur lequel il se trouve appartiennent entièrement à Sterling Furniture Empire. C'est le conseil d'administration de l'entreprise qui décide qui y maintient sa résidence. Eric cligna des yeux, véritablement surpris. « Attends, je pensais que papa le possédait personnellement, » marmonna-t-il, confus. Le visage de Véronica devint blanc comme un linge. « Alors, on ne peut pas vivre ici ?» demanda-t-elle, sa voix se brisant de panique. La réponse d'Amanda fut professionnellement sèche. « Vous le pouvez, si le conseil d'administration de Sterling le permet. Mais cette décision appartient entièrement à la PDG par intérim. » Elle me jeta un regard significatif, et je vis les yeux de Véronica s'écarquiller alors que la vérité dévastatrice la frappait enfin comme un coup de masse. « Attendez, » dit Véronica, se tournant désespérément vers Eric. « Tu n'es pas vraiment le PDG, n'est-ce pas ?» J'intervins calmement, ma voix ferme mais contrôlée. « Je suis la PDG par intérim de Sterling Furniture, Véronica. » Eric sert de conseiller sans aucune autorité exécutive. Mon beau-père m'a nommée présidente quand il a pris sa retraite. Le conseil me fait entièrement confiance pour diriger les opérations quotidiennes. Eric détourna le regard, clairement embarrassé, tandis que le visage de Véronica se tordait d'incrédulité et de rage. « Tu plaisantes, » lança-t-elle, regardant Eric d'un air accusateur. « Tu m'as laissé croire que tu étais le patron. » Il eut ce même haussement d'épaule exaspérant qui m'avait rendue folle pendant des années, et j'ai failli éclater de rire. Véronica avait tout misé sur le fait qu'Eric était son ticket d'or pour la richesse, mais elle avait complètement mal interprété la situation. Amanda, contenant à peine son amusement, me demanda directement « Eric et Véronica peuvent-ils rester dans le Penthouse ?» Avant que je puisse répondre, Véronica intervint désespérément. « C'est une propriété de l'entreprise, donc c'est gratuit pour Eric, n'est-ce pas ?» Amanda secoua la tête, faisant glisser un contrat de location. « Il est loué aux employés aux tarifs actuels du marché. Voici le montant mensuel. » Le chiffre était astronomique. Le marché du luxe de Denver n'offre pas de bonnes affaires. Les yeux d'Eric s'écarquillèrent de choc. « Mon salaire ne peut absolument pas couvrir ça, » dit-il, presque pour lui-même. Véronica avait l'air d'avoir été giflée. Elle était entrée en s'attendant à hériter d'un manoir. Maintenant, elle faisait face à un loyer qu'elle ne pouvait pas se permettre. Les retombées furent absolument poétiques. En quelques semaines, la nouvelle est parvenue à la famille d'Eric que la grossesse de Véronica était entièrement fabriquée. Un mensonge désespéré conçu pour piéger Eric et accéder à la richesse de sa famille. Margaret, qui avait été ravie à l'idée d'un petit enfant, était dévastée. Harrison, qui n'avait jamais fait confiance à Véronica, était furieux. « Elle n'est pas une belle fille pour moi », gronda-t-il lorsque je suis allé lui demander conseil. Véronica n'a pas supporté le rejet de la famille. Un matin, elle a fait ses valises à la hâte et a disparu, laissant Eric affronter seul la déception de ses parents. Eric a essayé de revenir en rampant vers moi, se présentant à mon nouvel appartement du centre-ville avec des yeux suppliants. « Marley, peut-être qu'on pourrait réessayer, » dit-il désespérément. J'ai ri, non pas cruellement, mais de pure exhaustion. « Eric, tu as fait tes choix. Tu m'as trompé avec ma demi-sœur et tu t'es désinvesti de notre mariage bien avant ça. C'est complètement fini pour moi. » Harrison avait déjà retiré Eric de la voie exécutive de Sterling, le rétrogradant à un poste insignifiant de gratte-papier. L'homme qui avait autrefois été l'héritier d'un empire du meuble peinait maintenant à joindre les deux bouts, et je ne ressentais rien d'autre qu'un soulagement d'être libre. Lors du règlement final, quand Véronica m'achetait ses $100 insultants et a ricané, « Prends un taxi pour aller chez tes parents. » Adieu. Mon avocate a éclaté de rire, car la véritable PDG, c'était moi, et je gardais tout, tandis qu'ils repartaient avec rien d'autre que leurs illusions brisées. Maintenant, je dirige Sterling Furniture Empire avec passion et détermination, prouvant que parfois, la meilleure vengeance est simplement de devenir exactement la personne que vous êtes censé être.